Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on fait l'item 196 sur la polyarthrite rhumatoïde. Bonjour. Alors, c'est Robin qui vous parle et on va faire effectivement ce petit chapitre de rhumatologie, sur la polyarthrite rhumatoïde et on va commencer de suite par l'épidémiologie. Alors la plus fréquente, la polyarthrite rhumatoïde, c'est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires chroniques. Sa prévalence est de l'ordre de 0,3 à 0,8 en population générale chez l'adulte. Voilà, donc relativement, fréquent. Au niveau de la physiopathologie, donc là, c'est une maladie, bien sûr, qui est multifactorielle, de cause inconnue, qui va impliquer des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux également. Et donc là, l'APR, elle va être caractérisée par une réponse immunitaire excessive, avec une production d'auto-anticorps. Voilà, le facteur rhumatoïde notamment, qui est anciennement connu, mais peu spécifique de la maladie. Il y a aussi les anticorps, les auto-anticorps antiprotéines citrulinées, donc les ACPA, qui eux, par contre, sont très spécifiques. Et voilà, et ça se caractérise aussi par une réaction inflammatoire articulaire, donc une synovite, et également systémique. Voilà, donc syndrome inflammatoire, systémique et heu, une, infection, enfin une inflammation, pardon, de l'articulation et donc une synovite. Alors, pour faire le diagnostic positif de l'APR, quelles sont les modalités? Donc déjà, premièrement, on va voir au niveau des signes cliniques, des douleurs articulaires inflammatoires avec des gonflements articulaires. Voilà, douleur inflammatoire, c'est une douleur qui est calmée par, l'effort, qui est plus présente en milieu de nuit ou début de en matinée avec un dérouillage, matinal et cetera. Ça va atteindre préférentiellement les poignets, les articulations métacarpophalangiennes, interphalangiennes des doigts et articulations métatarso-phalangiennes au niveau des pieds. La topographie, elle est bilatérale et globalement symétrique et il faut qu'il y ait une évolution de plus de 6 semaines pour parler de polyarthrite rhumatoïde. Alors, bon, là, il y a une petite photo là que je vais mettre sur le post. Au niveau des signes, biologiques, donc là, on va parler un petit peu des examens complémentaires dans la polyarthrite rhumatoïde, donc on va commencer par le bilan bio. Sur la bio, donc on va avoir une élévation inconstante de la protéine C-réactive, de la CRP, voire également de la vitesse de sédimentation, donc ce qui va traduire en fait un syndrome inflammatoire. Voilà. On aura une positivité inconstante du facteur rhumatoïde et des auto-anticorps antiprotéines citrulinées. Voilà, et au niveau du liquide synovial, il sera inflammatoire mais stérile et sans microcristaux. Si on fait la ponction articulaire, bon ça on ne le fait pas spécialement. Mais si on la fait, voilà, on n'aura pas de microcristaux, de l'inflammation et il sera stérile. Au niveau des radios, donc, de base, on va faire des radiographies initiales systématiques des mains et des poignets, ça se fera de face. On va faire aussi les avant-pieds de face et les avant-pieds de 3/4 et là, ces radios, elles seront normales ou vont pouvoir révéler des érosions osseuses ou des pincements diffus des interlignes articulaires. Voilà. Au niveau de l'échographie, alors, l'échographie de l'articulation pourra se faire en cas de doute clinique et là, on va pouvoir avoir, un épanchement liquidien intra-articulaire, un épaississement synovial aussi, qui peut être associé ou pas à une hyperémie synoviale. Et donc là, ça va traduire en fait une synovite active. On peut aussi avoir sur l'écho une ténosynovite ou aussi voir les érosions osseuses. Voilà, voilà. Alors pour les paramètres d'évaluation de l'activité de la polyarthrite. Donc déjà, on va décompter les articulations douloureuses. Là, ça va se faire, c'est un des critères du DAS 28.
On va ensuite décompter les articulations qui sont gonflées, pas douloureuses mais gonflées. C'est aussi un critère DAS28. On va, mesurer la durée de la raideur matinale, articulaire. Voilà, combien de temps, ça met avant d'être bien dérouillé, articulairement. On va ensuite mesurer l'intensité de la douleur. On va mesurer l'appréciation globale de la maladie par le patient. Ça, c'est aussi un critère DAS28. Et ensuite, on va mesurer la CRP aussi et la vitesse de sédimentation. Voilà, et ça fait partie du DAS28 là aussi. La consommation d'antalgiques, voire de corticoïdes, elle est à prendre en compte, mais elle n'est pas incluse dans le DAS28 par contre. Alors, donc pour les paramètres de suivi de tous les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, et ben, on va se servir déjà pour, le suivi clinique, du DAS28 justement, pour évaluer l'activité de la maladie et pour s'assurer, de l'efficacité des traitements en cours. Voilà. Ensuite, on va, voir si le patient tolère bien ces traitements. On va un peu évaluer son état général aussi. Est-ce qu'il y a d'éventuelles manifestations extra-articulaires ou systémiques? Des éventuelles comorbidités, notamment cardiovasculaires, tumorales ou infectieuses. Voilà, donc là, ce sera pour le côté un peu suivi clinique. Après, on va faire un suivi biologique du coup, avec un contrôle régulier des marqueurs biologiques utiles à l'évaluation de l'activité de la maladie. Donc là, comme on l'a vu, ça sera la vitesse de sédimentation ou la CRP ou les 2. Et ensuite, on va pouvoir aussi dépister avec, le bilan biologique des éventuels événements indésirables qui peuvent être induits par les traitements en cours. Donc là, on va pouvoir faire l'hémogramme, les paramètres hépatiques et la fonction rénale. Sur les radios ensuite, donc là pour le suivi radiographique, on va faire les radiographies des mains, des pieds, ça fera tous les 6 mois au cours de la première année et après, on pourra se contenter de le faire tous les ans au cours des 3 premières années de la maladie. Donc d'abord la première année tous les 6 mois, donc 2 fois et ensuite une fois par an au cours des 3 premières années et après ça évolue plus lentement généralement. OK, donc maintenant on enchaîne avec le diagnostic différentiel de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, au niveau des signes cliniques, on va rechercher des manifestations extra-rhumatologiques qui vont pouvoir orienter vers d'autres maladies qui s'accompagnent, elles aussi d'arthrite périphérique. Voilà. Sur la biologie, donc là, on va rechercher des anomalies de l'hémogramme, de la bandelette urinaire aussi. On va pouvoir doser les transaminases et ensuite rechercher aussi des anticorps antinucléaires si on a, des ACPA, donc antipeptides citrullinaires qui sont négatifs. Et ça, si on retrouve des anticorps antinucléaires, ça pourra orienter vers d'autres maladies qui s'accompagnent elles aussi d'arthrite périphérique et pareil pour la radio, on va rechercher les anomalies radiographiques qui peuvent orienter vers d'autres maladies, qui s'accompagnent, elles aussi d'arthrite périphérique. Voilà donc, on va s'aider un peu de chaque signe, que ce soit clinique, biologique ou d'imagerie pour faire le diagnostic différentiel. Alors maintenant, au niveau des principes de la prise en charge pharmacologique et non pharmacologique aussi. Donc là, on a un petit schéma, petit arbre décisionnel là que je mettrai aussi dans le post, qui reprend un peu tous les principes, de la prise en charge. Alors au niveau des principes généraux, donc là, en fait, ça va passer par une coordination de la prise en charge thérapeutique des patients par le rhumatologue et qui sont suivis conjointement par le médecin généraliste. Donc il y a une alliance entre, la médecine générale et les médecins rhumatologues. On va, donner des informations aux patients sur la prise en charge thérapeutique, en insistant notamment sur le rapport bénéfice-risque et sur l'importance de l'observance des traitements médicamenteux. Voilà, comme dans toute pathologie chronique au final. Alors les objectifs du traitement, ça va être, d'atteindre l'objectif de rémission, donc là d'avoir un DAS28 qui est inférieur à 2,6. Ou à défaut, de rémission, ça sera d'obtenir un faible niveau d'activité. Donc là, c'est un DAS28 qui est inférieur ou égal à 3,2, voilà. Donc soit rémission avec un DAS28 inférieur à 2,6, soit faible niveau d'activité
avec un DAS28 inférieur à 3,2. Ensuite, l'objectif, les autres objectifs, ça sera de prévenir les lésions, structurales des articulations, prévenir également le handicap fonctionnel et ensuite préserver bien sûr la qualité de vie et les capacités socio-professionnelles du patient. Voilà, qu'il puisse continuer à travailler normalement, qu'il y ait pas de restriction de participation aux activités sociales et cetera. Donc il faudra bien sûr faire de l'éducation thérapeutique et de l'infor et donner les bonnes informations aux patients. Voilà, savoir leur expliquer le traitement et cetera. Alors au niveau du traitement justement, donc médicamenteux, ça va être notamment des anti-inflammatoires non stéroïdiens, avec une rotation possible des différents AINS. Ça va être l'antalgie aussi, en évitant l'utilisation des opioïdes qui peuvent, favoriser l'apparition d'une dépendance et cetera et d'une accoutumance aussi. Voilà. Ensuite, au niveau des traitements locaux, donc là, en cas d'arthrite, ça pourrait être des infiltrations de corticoïdes, des synovie-orthèses isotopiques, voilà et ça peut être, aussi en cas d'enthésopathie, donc là de maladies, tendineuses au final plutôt, des tendinites, où on va pouvoir faire des infiltrations cortisoniques, voilà, ou même des corticoïdes par voie générale. Au niveau du traitement de fond, en première intention, donc là, ça va être le méthotrexate, qui est initié le plus précocement possible, en l'absence de contre-indication bien sûr, et en tenant compte, des mises en garde spéciales et des précautions d'emploi. Voilà. Pour les traitements non pharmacologiques ensuite qui vont accompagner, les traitements locaux de fond et les traitements symptomatiques, on va faire, des traitements non pharmacologiques du coup, donc l'arrêt du tabac, une activité physique régulière, une modification thérapeutique du mode de vie, donc notamment au niveau du sommeil, de l'activité physique et de l'alimentation. Donc voilà, ça va se baser sur l'amélioration des qualités de vie. Ensuite, on va pouvoir, avoir recours à la kinésithérapie ou voire l'ergothérapie. Donc là, ça va servir à réduire la douleur, les déformations et le handicap qui peut être causé par les atteintes articulaires. En poussée de polyarthrite, donc là, on pourra utiliser enfin les kinés pourront utiliser des méthodes antalgiques, donc appliquer du froid par exemple, faire des mobilisations passives, des orthèses de repos et en dehors des poussées, donc il y aura un travail qui sera accentué sur la lutte contre l'enraidissement, des articulations, faire du renforcement musculaire aussi et un travail de la fonction. Donc là, ce sera, la fonction de la marche et également de la préhension si ça touche les membres supérieurs. Et il pourra aussi, voilà, prescrire un appareillage selon les difficultés rencontrées. Ensuite, donc s'il y a eu un échec à tout ça et si nécessaire, on va pouvoir faire, un traitement chirurgical et donc là, faire un remplacement, articulaire par prothèse, voilà, s'il y a besoin et s'il y a un échec des autres thérapeutiques. Au niveau de la prise en charge sociale, donc là, c'est pris en charge à 100 pour les formes sévères ou invalidantes, donc par le biais de l'ALD, de l'allocation de la maladie longue durée. Voilà. Alors là, on a une photo d'une main et d'un pied de polyarthrite rhumatoïde aussi à la phase d'état. Donc là, ça, je vais le mettre sur la publication aussi. Voilà. Donc on observe des modifications, enfin des gonflements articulaires, des petites déformations et cetera. Là, on a une radiographie, de l'avant-pied, donc avec, des pincements articulaires et des érosions, au niveau notamment des des métatarso-phalangiennes du 5e orteil et là, ça se fait des 2 côtés, à droite et à gauche, donc on a bien la symétrie, dont on parlait tout à l'heure. Là, on a une photo ensuite de nodules rhumatoïdes au niveau du coude chez un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde. Voilà, donc ça fait ces nodules-là et voilà et donc là, on parle, un tout petit peu des radiographies et de l'indication des examens d'imagerie. Donc voilà, en fait, on va utiliser, les radiographies des mains et des poignets de face, des radiographies des pieds, ça sera face et 3/4.
On peut faire aussi des radios du bassin et ensuite des articulations symptomatiques et notamment on peut penser au rachis cervical en C1, C2 notamment et on peut aussi également faire des radiographies du thorax. Ensuite, comme autre, examen d'imagerie, on peut utiliser l'échographie dont on a déjà parlé et là on va pouvoir détecter en fait les épanchements articulaires, les synovites et les érosions osseuses s'il y en a. Voilà et on peut, en cas de non, contribution du bilan radiographique et échographique, on va pouvoir utiliser l'IRM qui sera plus sensible pour détecter des érosions et des synovites. Voilà et bien on a fini ce chapitre sur la polyarthrite rhumatoïde qui était assez court finalement. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait un bon petit rappel pour tout ça. Voilà, beh, en tout cas, je souhaite un bon courage à tous les 6e années qui passent leurs ECNI à partir, de lundi, de demain, hein, puisque je vais publier l'épisode dimanche. Voilà, j'ai pas pu le publier vendredi, donc je le publie un petit peu en retard. J'espère que ça ne nous aura pas trop perturbé, mais bon, je pense que pas grand monde doit être à jour au niveau du suivi des épisodes, donc ça fera pas de mal. Allez, eh bien, je te souhaite une bonne, fin de journée, une bonne fin de week-end et à plus pour le nouvel épisode. Ciao, ciao.